L'homme et la mer. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plais à plonger au sein de ton image. Tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur, au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mère, nul ne connaît tes richesses intimes, tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Et cependant, voilà des siècles innombrables que vous vous combattez sans pitié ni remords, tellement vous aimez le carnage et la mort. Ô lutteurs éternels, ô frères implacables. Charles Baudelaire. Bonjour, bienvenue dans ce 35e épisode du podcast littéraire Le Jardin. Cet épisode du podcast est un peu particulier, c'est un numéro poétique. Voilà, je vais vous faire une sélection de différents poèmes. Et comme c'est encore l'été et que souvent été rime avec vacances à la mer, mais pas seulement bien sûr, mais bon, c'est une des occasions pour se rapprocher de la mer. J'ai voulu ouvrir le podcast avec ce très beau poème de Charles Baudelaire, donc L'homme et la mer, qui se trouve dans la première partie des Fleurs du Mal. Donc vous savez, Fleurs du Mal, évidemment, le recueil de poésie le plus célèbre de Charles Baudelaire, enfin le recueil d'ailleurs. Mais les Fleurs du Mal, elles sont composées de différentes parties. Donc ça, c'est dans la première partie qui s'appelle Spleen et idéal. Charles Baudelaire, 19e siècle, 1821-1867. Dans L'homme et la mer, alors j'aime beaucoup le premier vers, Homme libre, toujours tu chériras la mer. Alors on voit que cet amour de l'homme pour la mer ou de la mer pour l'homme, je ne sais pas, est très tumultueux. Il vire en lutte. La mer est à la fois le miroir de l'âme de l'homme, mais c'est aussi une sorte d'ennemi. C'est des frères ennemis. On voit là déjà s'exprimer tout le spleen de Baudelaire. Alors moi j'ai une autre lecture plus simple. Cette mer infinie, ce miroir, ce mystère. Effectivement, moi je vois aussi une invitation à la nage, pas la natation, vous savez, pas cet exercice physique soumis à des contraintes de compétition, avec une distance, un timing, quelque chose à respecter, une lutte contre quelqu'un d'autre, non, mais simplement le plaisir de nager, de se plonger dans l'eau, de flotter dans l'eau salée, fraîche, de nager sans distance, de nager comme ça un peu au hasard, d'échapper un moment à la pesanteur physique, terrestre, mais aussi un peu de la pesanteur de la vie en société. On se plonge dans la mer. Homme libre, toujours tu chériras la mer. Oui, moi cette mer je la chéris, notamment la mer Méditerranée. Mais j'aimerais, parce qu'on est rattrapé beaucoup par l'actualité ces derniers temps, rappeler 2 chiffres par rapport à la mer. C'est que chaque année, entre 5 et 13 millions de tonnes de plastique terminent dans les océans, et que les océans, à ce rythme, pourraient contenir plus de plastique que de poissons d'ici 2050. Quand on écoute, quand on lit des choses pareilles, quand on entend des choses pareilles, on a du mal à comprendre ce que ça veut dire, mais il faut vraiment prendre ces avertissements au sérieux. Et si on chérit vraiment la mer, il faut la respecter et faire quelque chose, notamment sur le plastique. Et un deuxième chiffre encore plus terrible, et une actualité tout aussi récente, c'est qu'il y a eu plus de 20 000 décès de migrants enregistrés en Méditerranée depuis 2014, donc depuis environ 10 ans. Et que le début de l'année 2023 est tristement marqué par un record de gens qui meurent dans la Méditerranée. Quand on dit des gens, ce sont des enfants, ce sont des mamans, ce sont des papas, ce sont des familles, ce sont des jeunes, des vieux, peu importe. C'est pas une chose abstraite, ce sont des gens qui fuient des dictatures, des régimes politiques qu'on n'a pas envie de soutenir, des situations économiques compliquées, enfin peu importe leur raison. Le fait est qu'ils trouvent la mort en Méditerranée notamment, mais pas seulement, et
que c'est vraiment une honte et que si on chérit l'humanité autant que la mer, on devrait faire quelque chose pour remédier à cela. Voilà, mais on va continuer avec la poésie. Donc, la mer et ses profondeurs nous avaient amené à des réflexions un peu plus politiques, mais la mer, on la retrouve aussi comme une métaphore du sommeil dans un texte en prose de Marguerite Yourcenar. Alors Marguerite Yourcenar, moi je l'adore, surtout pour les mémoires d'Adrien, bien sûr, qui est vraiment son chef-d'œuvre absolu, selon moi, et puis bon, je pense selon de nombreux critiques. Marguerite Yourcenar, 1903-1987. Elle a écrit un texte quand elle était toute jeune, donc en 1936, qui s'appelle Feu, au pluriel. Ce sont des petites nouvelles inspirées de la mythologie et qu'elle a écrit suite à une grande douleur, hein, douleur causée par une passion amoureuse à sens unique, donc désespoir amoureux. Alors c'est marrant ce petit recueil Feu de Marguerite Yourcenar. Dedans, parce que j'étais assez sensible entre les nouvelles, il y a des textes en prose très poétiques, et donc là je vais vous lire un extrait de Feu. Marguerite Yourcenar, 1936. Un cœur. C'est peut-être malpropre. C'est de l'ordre de la table d'anatomie et de l'étal de boucher. Je préfère ton corps. On se souvient de ses rêves. On ne se souvient pas de ses sommeils. 2 fois seulement, j'ai pénétré dans ces fonds traversés de courants où nos songes ne sont que les épaves de réalités submergées. L'autre jour, ivre de bonheur comme on est ivre d'air à la fin d'une longue course, je me suis jeté sur mon lit à la façon d'un plongeur qui se lance de dos, les bras en croix. J'ai basculé dans une mer bleue. Adossé à l'abîme comme une nageuse qui fait la planche, soutenu par la vessie d'oxygène de mes poumons pleins d'air, j'émergeais de cette mer grecque comme une île nouveau-née. Ce soir, saoul de chagrin, je me laisse tomber sur mon lit avec les gestes d'une noyée qui s'abandonne. Je cède au sommeil comme à l'asphyxie. Les courants de souvenirs persistent à travers l'abrutissement nocturne, m'entraînent vers une espèce de lac asphaltite. Pas moyen d'enfoncer dans cette eau saturée de sel, amère comme la sécrétion des paupières. Je flotte comme la momie sur son bitume, dans l'appréhension d'un réveil qui sera tout au plus une survie. Le flux, puis le reflux du sommeil, me retourne malgré moi sur cette plage de Baptiste. À chaque moment, mes genoux se cognent à ton souvenir. Le froid me réveille, comme si j'avais couché près d'un mort. Voilà, alors je trouve que c'est très joli ce passage. Donc voilà, elle fait une métaphore filée entre le sommeil et la noyade quasiment dans une mer de souvenirs. Le lac asphaltite, je m'étais posé la question. Le lac asphaltite, c'est une façon très ancienne de désigner la mare, donc lourde, vous savez, très chargée en sel dans lequel on ne peut pas s'enfoncer. Et c'est pour ça qu'elle dit m'entraîne vers une espèce de lac asphaltite et pas moyen d'enfoncer dans cette eau saturée de sel, amère comme la sécrétion des paupières. Voilà, c'était donc un extrait de Feu, F-E-U-X, de la grande Marguerite Yourcenar. Maintenant, je vais vous permettre d'entendre un extrait de toujours cette grande autrice Marguerite Yourcenar, interviewée par Jacques Chancel dans sa célèbre émission Radioscopie en 1980. C'est une source INA. Je vous avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est un assez grand mystère. Pourquoi écrit-on? On écrit évidemment par un instinct profond qui vous dit d'écrire, comme les gens marquent leurs initiales dans les arbres, ce qui n'est peut-être pas une bonne idée. Mais pourquoi, je ne sais pas. C'est une compulsion, en tout cas. Une nécessité, parce que si tout était détruit demain, si on savait que tout serait détruit demain, je crois qu'on continuerait à écrire exactement comme un cordonnier continuerait à faire des souliers, parce que c'est ça qu'il fait, enfin, parce que c'est sa vocation dans la vie. Alors dans cet extrait de Marguerite Yourcenar, ce qui m'intéressait évidemment, c'est son discours, finalement son non-discours sur qu'est-ce que c'est qu'écrire, puisque le podcast littéraire Le Jardin s'intéresse avec les auteurs et les autrices à précisément cette drôle d'activité qu'être un écrivain, une écrivaine, et qu'est-ce que c'est qu'être un auteur. Voilà, là vous aviez une réponse de Marguerite Yourcenar avec Jacques Chancel. On continue notre exploration
poétique, estivale, avec le grand poète écrivain aussi portugais, lisboète, il habitait la ville de Lisbonne, Fernando Pessoa, donc né en 1888 et mort en 1935. Alors Fernando Pessoa, tout comme Baudelaire et son spleen, c'est un mélancolique. Dans l'extrait que j'ai choisi, il n'y a plus de mer. On ne parle plus de la mer, mais en revanche, on retrouve le thème de la nuit. Donc là, je rebondis sur le sommeil lourd, chargé d'angoisse amoureuse de Marguerite Yourcenar. Et je vous donne cet extrait du livre de Fernando Pessoa. Alors, c'est dans un recueil paru chez Chandaigne. Chandaigne, c'est une maison d'édition qui s'est spécialisée dans la littérature portugaise, brésilienne, donc lusophone, comme on dit. Donc édition Chandaigne, c'est Bureau de tabac, donc la pièce principale de ce recueil. Bureau de tabac, mais moi j'ai choisi dans les autres textes d'Álvaro de Campos, donc parce que Fernando Pessoa écrivait sous différents pseudonymes, notamment celui de Álvaro de Campos. La poésie en question est traduite par Max de Carvalho. Dans la nuit terrible, substance naturelle de toutes les nuits, dans la nuit insomnieuse, substance naturelle de toutes mes nuits, dans la demi-veille d'une somnolence recrue, je me souviens. Je me souviens de ce que j'ai fait, de ce que j'aurais pu faire de ma vie. Je me souviens, alors l'angoisse me saisit, me glace comme l'effroi gagne le corps. Ce qu'il y a d'irréparable dans mon passé, voilà le cadavre. Il se pourrait bien que tous les autres cadavres soient irréels. Il se pourrait que tous les morts ailleurs soient en vie. Il se pourrait que tous les instants que j'ai moi-même vécus existent en quelque lieu, dans le mirage de l'espace et du temps, dans l'illusion de leur course. Mais ce que je n'ai pas été, ce que je n'ai pas fait, ce que je n'ai pas même rêvé, ce qu'à présent seulement je vois clairement qu'il aurait fallu faire, voilà ce qui plus loin que tous les dieux est mort. Voilà, c'était pourtant ma meilleure part. Voilà ce que les dieux eux-mêmes ne sauraient ressusciter. Si à un moment donné, j'avais pris à gauche au lieu de tourner à droite, si, certaines fois, j'avais répondu oui au lieu de dire non, ou non au lieu de répondre oui, si dans telle conversation, j'avais prononcé ces phrases qui ne me viennent qu'à présent dans le demi-sommeil, s'il en était allé ainsi, je serais un autre aujourd'hui, peut-être même l'univers entier. En aurait-il été sensiblement changé lui aussi ? Mais je n'ai pas pris du côté perdu sans retour. Je n'ai pas tourné ni même pensé à tourner, et c'est seulement maintenant que je le vois. Je n'ai pas dit non ou je n'ai pas dit oui, et c'est seulement maintenant que je vois que je ne l'ai pas dit. Or toutes les phrases que j'aurais dû prononcer se pressent à présent dans mon esprit. Net, immanquable, allant de soi. L'entretien a été concluant. Le débat est clos. C'est seulement maintenant que la douleur de ce qui n'a pas été et qui ne saurait pas non plus être, à rebours, m'élance. Aucun système métaphysique ne promet la moindre espérance pour ce que j'ai seulement failli faire. Il n'est pas impossible que je puisse emporter dans un autre monde ce que j'ai rêvé. Mais comment emporterais-je dans un autre monde ce que j'ai oublié de rêver ? Oui, ces rêves que j'aurais pu avoir, voilà le cadavre. Je l'enterre à jamais dans mon cœur, pour les siècles des siècles et tous les univers. En cette nuit où je ne trouve pas le sommeil, où le repos me cerne, comme une vérité impartageable, tandis que la lune, dehors, à l'image de l'espérance que je n'ai pas, est voilée à mes yeux. C'est très beau, on sent toujours cette mélancolie, cette tristesse, ce spleen, pour reprendre un terme cher à Charles Baudelaire, avec qui on a commencé cet épisode. Voilà, là c'est le regret des choses qu'on n'a pas faites ou même des rêves qu'on n'a pas eus. Donc il pousse loin le regret. Et c'est encore une nuit d'insomnie. Donc avec Marguerite, on avait une nuit d'insomnie due à l'absence de l'être aimé. Et là, on a une nuit d'insomnie due à l'absence de vie presque, de choses qu'on a faites, qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas pu faire. Alors je continue avec Fernando, et un peu sur le même thème d'ailleurs, mais de manière un peu plus ironique peut-être. Donc Fernando Pessoa, dans le recueil intitulé Bureau de tabac et autres textes d'Álvaro de Campos, édition Chandaigne.
Ajournement. Après-demain, d'accord, mais après-demain seulement. Je passerai la journée de demain à songer au jour d'après. Comme ça, je pourrais m'y mettre. Mais là, pas question. Non, pas moyen. Aujourd'hui, je n'y arrive pas. La vague persistance de ma subjectivité objective, le sommeil de ma vie réelle interpolée, l'anticipation d'un bâillement infini, d'un bâillement qui avalerait les mondes rien qu'à l'idée de prendre un tram. Cette sorte d'âme. Oui, après-demain seulement. Aujourd'hui, je dois me préparer. Je dois me préparer à penser demain au jour d'après. C'est lui, le jour J. J'ai mon plan tout tracé. Mais non, aujourd'hui, je ne trace pas de plan. Le jour des plans, c'est demain. Demain, je vais m'asseoir à mon bureau pour conquérir le monde. Mais c'est seulement après-demain que je partirai à sa conquête. J'ai envie de pleurer. J'ai brusquement envie de pleurer toutes les larmes de mon corps. Ne cherchez pas, c'est un secret, je le garde pour moi. Après-demain seulement. Quand j'étais petit, le cirque du dimanche suffisait à me réjouir pour toute la semaine. Aujourd'hui, seul me réjouit le cirque du dimanche de toute la semaine de mon enfance. Après-demain, je serai un autre homme. Ma vie se sacrera en ses apothéoses. Toutes mes évidentes qualités d'esprit cultivé, intelligent, positif, seront placardées partout, mais sur des panneaux d'affichage du jour d'après. Aujourd'hui, je veux dormir, j'écrirai cela demain. Quel spectacle aujourd'hui me rendra mon enfance ? Même si je compte seulement acheter les billets demain, car c'est après-demain, pas avant, que le spectacle sera vraiment au point. Non, pas avant. Après-demain, je me composerai un personnage mondain étudié la veille. Après-demain, je serai enfin celui qu'aujourd'hui je ne serai jamais. Après-demain seulement. Mon sommeil est un chien transi. J'ai terriblement sommeil. Demain, je trouverai les mots, ou alors après-demain. Et c'est ça, peut-être après-demain seulement. L'avenir. Oui, l'avenir. Dans le poème précédent, donc on avait le regret des choses non vécues ou des rêves non rêvés. Et là, alors là, c'est vraiment un art de la procrastination, cet ajournement, où on espère que dans l'avenir, que dans un après-demain, on arrivera à faire tout ce qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui, ou tout ce qu'on ne veut pas faire aujourd'hui, ou tout ce qu'on a peur de faire aujourd'hui. Fernando Pessoa, encore une lecture tirée du même recueil, chez Chandaigne, encore plus ironique, pour retrouver peut-être un peu de légèreté, même si avec Pessoa, il y a toujours une profonde tristesse et une grande mélancolie. Mais là, je vous livre, c'est Tripes à la mode de Porto. Tripes à la mode de Porto. Un jour au restaurant, hors de l'espace, hors du temps, on m'a servi l'amour sous forme de tripes froides. Avec beaucoup de tact, j'ai fait savoir à l'apôtre des cuisines que pour ma part, je les préférais chaudes, car les tripes, ici à la mode de Porto, ne se mangent jamais froides. On m'a répondu avec impatience. Pas moyen d'avoir raison, décidément, fût-ce au restaurant. Sans toucher à mon assiette, ni rien commander d'autre, j'ai réglé l'addition. Puis je suis sorti faire les 100 pas dans la rue. Qui dira ce que nous veulent ces choses ? Pas moi en tout cas, à qui pourtant elles sont arrivées. Je sais bien que tout le monde a eu dans son enfance un jardin, privé ou public, quand ce n'était pas celui du voisin. Je sais aussi que nos jeux en étaient les seuls maîtres véritables, et que la tristesse, c'est maintenant. Tout cela, je ne le sais que trop. Mais quand je demandais l'amour, pourquoi m'avoir servi des tripes à la mode de Porto froides ? Ce n'est pas un plat qui se mange froid. Pourtant, on me l'a servi froid. Je n'ai pas protesté, mais il était froid. Il ne peut se manger froid, mais ils me l'ont servi froid. Et voici, avec ces tripes à la mode de Porto, je vais passer je vais revenir à notre ami Charles Baudelaire et laisser là Fernando Pessoa. Alors, c'est un poème de Charles Baudelaire, qu'on trouve évidemment dans les Fleurs du Mal, et toujours dans la section spleen et idéal. On change de sujet complètement. Il n'y a plus la mer, il n'y a plus le sommeil, il n'y a plus la mélancolie, il n'y a plus le regret de la jeunesse enfuie ou de ce paradis de la jeunesse. Maintenant, avec Baudelaire, j'aimerais qu'on se tourne vers le chat. Le chat. Dans ma cervelle se promène, ainsi qu'en son appartement, un beau chat fort doux et charmant. Quand il miaule, on l'entend à peine, tant son timbre est tendre et discret. Mais que sa voix s'apaise ou gronde,
Elle est toujours riche et profonde. C'est là son charme et son secret. Cette voix qui perle et qui filtre, dans mon fond le plus ténébreux, me remplit comme un verre nombreux et me réjouit comme un filtre. Elle endort les plus cruels mots et contient toutes les extases. Pour dire les plus longues phrases, elle n'a pas besoin de mots. Non, il n'est pas d'archet qui morde sur mon cœur, parfait instrument, et fasse plus royalement chanter sa plus vibrante corde, que ta voix, chat mystérieux, chat séraphique, chat étrange, en qui tout est, comme en un ange, aussi subtil qu'harmonieux. Le chat 2. De sa fourrure blonde et brune sort un parfum si doux qu'un soir, j'en fus embaumé, pour l'avoir caressé une fois, rien qu'une. C'est l'esprit familier du lieu. Il juge, il préside, il inspire, toute chose dans son empire. Peut-être est-il fée, est-il Dieu? Quand mes yeux vers ce chat que j'aime, tirés comme par un aimant, se retournent docilement, et que je regarde en moi-même, je vois avec étonnement le feu de ses prunelles pâles, clairs fanaux, vivantes opales, qui me contemplent fixement. Le chat de Charles Baudelaire. Donc dans la première partie de ce poème, c'était la voix, le son du chat, ces miaulements, ces sons du chat qui expriment avec peu de choses plus que la poésie, nous dit Baudelaire. Et dans la deuxième partie, c'est à la fois l'odeur, voilà, enfin, on retrouve les correspondances chères à Baudelaire entre le toucher de la fourrure, le parfum, la sensation voilà, de chaleur et même des yeux, donc les yeux du poète qui sont attirés par le chat et qui se reflètent dans les yeux du chat. C'est un peu le chat comme meilleur ami du poète ou comme réincarnation du poète peut-être, je ne sais pas. Baudelaire aimait bien les chats puisque on trouve un peu plus loin, toujours dans Les Fleurs du Mal, un autre poème sur les chats. Je crois que il y en a au moins un ou deux autres là, sur les chats. Toujours dans un bestiaire, toujours dans Splinéidéal. J'aimerais vous lire le poème Les hiboux, que j'aime bien aussi. J'aime bien les chats, j'aime bien les hiboux. Voici les hiboux de Charles Baudelaire. Les hiboux. Sous les ifs noirs qui les abritent, les hiboux se tiennent rangés, ainsi que des dieux étrangers dardant leurs yeux rouges. Ils méditent. Sans remuer, ils se tiendront jusqu'à l'heure mélancolique où, poussant le soleil oblique, les ténèbres s'établiront. Leur attitude aux sages enseigne qu'il faut en ce monde qu'ils craignent le tumulte et le mouvement. L'homme ivre du nombre qui passe porte toujours le châtiment d'avoir voulu changer de place. Les hiboux, comme dans la philosophie antique, ce sont donc les sages, les sages qui regardent sans bouger, passer les choses, alors que les hommes, eux, toujours à la poursuite des ombres, se trompent en fait, s'égarent. Petite pause musicale avec Claude Debussy. Donc Debussy, malheureusement, alors lui il est né en 1862, mort en 1918, il n'a pas pu connaître Charles Baudelaire, mais il appréciait la poésie de Charles Baudelaire, car il a mis en musique 5 de ses poèmes. Alors ici, on ne va pas écouter ceci, mais on va écouter Rêverie de Claude Debussy, donc, qui est interprété par le pianiste et musicien japonais Sanshiro, qui m'a autorisé à reproduire cette interprétation. Alors on entend parfois des petits frôlements, c'est parce que dans cet enregistrement, il travaillait avec une amie qui, elle, au fur et à mesure qu'il jouait le morceau de Debussy, elle peignait avec un art de la peinture typiquement japonais. Donc vous entendez ces coups de pinceau, en fait, très subtilement au-dessus de la musique de Debussy. Voici donc Rêverie de Claude Debussy, interprété par Sanshiro.
Alors nous venons d'entendre Rêverie de Claude Debussy interprétée par le pianiste Sanshiro, dont vous pouvez voir le travail et les chansons aussi, puisqu'il compose des chansons sur YouTube. Pour terminer cet épisode, ce 35e épisode du podcast littéraire Le Jardin, consacré donc à la poésie. Alors c'est un choix complètement... au début j'étais guidé par la mer, puis de la mer on est passé au sommeil, du sommeil à la nostalgie, de la nostalgie... on est passé au chat. Et là, sans rime ni raison, j'ai voulu aller voir vers la poésie de Jean Genet, parce que il se trouve que je relisais les romans de Jean Genet cet été, et Jean Genet, donc né en 1910 et qui nous a quittés en 1986, a aussi écrit de la poésie. Et j'ai choisi de vous lire La Parade. La Parade. Silence, il faut veiller ce soir, chacun prendre à ses meutes garde, et ne s'allonger ni s'asseoir. De la mort, la noire cocarde, piquer son cœur et l'enfleurir, d'un baiser que le sang colore. Il faut veiller, se retenir, au cordage clair de l'aurore. Enfant charmant, ôte est la tour, où d'un pied de neige tu montes. Dans la ronce de tes atours, penchent les roses de la honte. On chante dans la cour de l'Est. Le silence éveille les hommes. Silence coupé d'ombre, et c'est de fiers enculés que nous sommes. Silence encore, il faut veiller. Le bourreau ignore la fête, quand le ciel sur ton oreiller, par les cheveux, prendra ta tête. Dans la nuit du 17 au 18 juin, eut lieu, au camp de la Parade, l'exécution capitale de 30 000 adolescents. Des millions d'étoiles, les éclats du mica, du sucre, les ronces, les chèvrefeuilles, les petits drapeaux en papier, les tracts du ciel, la gloire des eaux, les grandes vacances des enfants, le deuil, l'absence, voulurent apporter leur concours. Sans le savoir, la presse parla beaucoup de cet enfant qu'un charmeur de serpents enculait, à demi-mort dans les cordages. Esclave d'un péché qui vous maintient en deuil, vous tordez l'assassin par mes poignets d'écume. Ces cris, ces crimes bleus égouttent dans votre œil, l'encre qui vous révèle, et de mort vous embrume. Ô mes pâles larrons, gardez ce fils des dieux, qu'il crève, c'est sa mort votre noir uniforme. Or, l'enfant, sur la paille allonge, au fond des cieux, ses chevilles de feuilles, afin qu'elles s'endorment. Canaille, oserez-vous me mordre une autre fois ? Retenez que je suis le page du monarque. Vous roulez sous ma main comme un flot sous ma barque. Votre houle me gonfle, ô ma caille des bois, ma caille emmitouflée, écrasée sous mes doigts. Transparent voyageur des vitres du hallier, par la route du sang revenu dans ma bouche, les doigts chargés de lune et le pas éveillé, j'entends battre le soir endormi sur ma couche. Votre âme est de retour des confins de moi-même, prisonnière d'un ciel au paresseux chemin, où dormait simplement dans le creux d'un poème une nuit de voleurs sous le ciel de ma main. Une avalanche rose est morte entre nos draps. Cette rose musclée, ce lustre d'opéra, tombée du sommeil, noire de cris et de fougères, qu'installe autour de nous une main de bergère, cette rose s'éveille. Sous les haubans de deuil que le conte appareille, vibrant clairon du ciel, tout parcouru d'abeilles, apaiser les sourcils crispés de mon boxeur, boucler le corps noué de la rose en sueur, qu'il dorme encore, je veux l'entortiller de l'ange, afin de nous savoir cruels dénicheurs d'anges, et pour que plus étrange et sombre, chez les fleurs, soit au réveil ma mort avec faste pleurée, par ces serpents tordus, cette neige apeurée. Ô la voix d'or battue, dur gamin querelleur, que tes larmes sur mes doigts, que tes larmes coulent, de tes yeux arrachés par le bec d'une poule, qui picorait en songe, ici les yeux, ailleurs, des graines préparées par cette main légère ouverte à mon voleur. Tes pieds bleus, traversés d'étoiles et de branches, tu cours sur mon rivage et bondis dans ma main. Mais ose cet amour que ton rire déclenche, hardiment le foulé de tes pieds inhumains. Tu t'éveilles de moi avec leur promptitude, les spectres de mes dents pour hanter l'escalier, si rapide il faut donc, Guy, que ma solitude, par toi-même, soit toi mon cœur multiplié. Mais pour me parcourir, enlève tes souliers. Jean Genet, La Parade. Si vous voulez,
il me semble que, puisque tous mes livres ont été écrits en prison, je les ai écrits pour sortir de prison. Sorti de prison, l'écriture n'avait plus de raison d'être. En effet, c'est mes livres qui m'ont fait sortir de tôle. Mais après, quoi dire ? Dans une lettre à son ami Roland Ledenbach, Jean Genet écrit à propos de ce poème La Parade « J'ai griffonné un petit poème à propos d'un jeune boxeur que j'appelais Géo la voix d'or battue et que j'ai gardé en cellule, à la 230, bien des matins dans mes draps. » Oui, un peu comme Sade, l'écriture de Jean Genet, c'est une écriture d'enfermement, on va dire. Il a dit qu'il avait écrit tous ses romans en prison. Bon, il y a quelque chose de Sade, il y a quelque chose de Proust aussi, d'une certaine manière, dans ses phrases un peu longues, des constructions parfois complexes. Il y a quelque chose de Pasolini dans la provocation. Une attention aux marges, bien sûr, la prison, les assassins, les meurtriers, les condamnés, qui parcourent à la fois ses romans et sa poésie. Et il y a aussi, et là on boucle la boucle de cet épisode du podcast, il y a aussi du Baudelaire. Donc le vers à la fin qui dit « Par toi-même, sois toi mon cœur multiplié. Par toi-même, sois toi mon cœur multiplié. » C'est un souvenir certainement d'une des poésies de Baudelaire, donc c'est dans Les Petites Vieilles, où le vers de Baudelaire c'est « Mon cœur multiplié jouit de tous vos vices ». Donc chez Genet, c'est « Par toi-même, sois toi mon cœur multiplié ». Et chez Baudelaire, c'est « Mon cœur multiplié jouit de tous vos vices ». Et il y a aussi, moi je trouve un peu de Rimbaud dans à la fin là c'est vrai que c'est un long poème. Parfois on est un petit peu perdu dans la narration. Mais à la fin, effectivement, tes pieds bleus traversés d'étoiles et de branches, tu cours sur mon rivage et bondis de ma main. Ça m'a fait penser au poème d'Arthur Rimbaud, Sensation, que je vais vous lire et qui terminera ce podcast. Sensation d'Arthur Rimbaud. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Le poème Sensation d'Arthur Rimbaud, mars 1870. Pour finir, vous aurez une interview de Jean Genet, qui est mort en 1986. Là, c'est une des toutes dernières interviews puisqu'il a déjà 72 ans. Et c'est extrait d'un entretien qu'il a eu avec Bertrand Poirot-Delpech, réalisé et filmé le 25 janvier 1982, donc 4 ans avant sa disparition. Voici la voix de Jean Genet, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode avec un auteur, cette fois. Je reprends les interviews des auteurs. Au mois de septembre. À bientôt. Merci. Je suis très vite, l'âge de 14-15 ans à peu près. Je ne pourrais être que vagabond ou voleur. Un mauvais voleur, bien sûr. Mais enfin voleur. Je crois que je me suis entraîné très jeune à avoir des émotions telles qu'elles ne pourraient me mener que vers l'écriture. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.